loi du chaos, etc. On peut contrôler le chaos. Il y a des théories aujourd'hui qui parlent du chaos contrôlé par les maîtres du monde. Mais ça n'a pas de sens tout ça. Qu'est-ce que le chaos? C'est l'absence de loi précisément. Donc il n'y a pas de loi du chaos. On ne peut pas comprendre le chaos, on ne peut pas le contrôler, le maîtriser. Tout ça, je veux dire, on est dans la folie là. Voilà. Donc les lois, c'est forcément les lois de l'harmonie, ou d'une harmonie, d'une cohérence. Voilà. Le chaos, c'est l'absence de loi. Bon. Donc tous ces scientifiques qui voudraient abolir les lois, les grandes lois de la nature, etc., eh bien, ils ont une fascination pour le chaos, et donc ce n'est plus de la science, une fascination pour le chaos, pour le pouvoir, pour la puissance, et donc ce n'est plus de la science. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que il faut en finir avec ce dogme de la science comme référence incontournable et incontestable et incritiquable. Voilà. C'est-à-dire qu'une vérité scientifique, tout le monde se met à plat ventre. Mais non, absolument pas. D'ailleurs, comme il s'appelle, Karl Popper, disait que, assez justement d'ailleurs, il disait qu'une vérité scientifique, qu'une vérité n'est scientifique que si elle est réfutable. Donc vous voyez, donc il dit en substance qu'il n'y a pas de vérité scientifique définitive. Une vérité scientifique ne peut être que réfutable. Si elle n'est pas réfutable, elle n'est pas scientifique. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de vérité définitive, que la science est impuissante à produire des vérités définitives, et que par conséquent, quand il y a une vérité scientifique qui est annoncée, ben, il faut se dire qu'elle est provisoire. Voilà. Il ne faut pas se mettre à plat ventre. Bon. Bon, donc voilà toutes ces réflexions pour montrer que la science moderne est en crise profonde. Donc ça commence par la contestation du lobby pharmaceutique, mais ça va aller encore plus loin. Donc en fait, finalement, cette affaire Raoult, entre un homme, un médecin, un professeur, un médecin, chercheur, qui veut soigner, simplement soigner, guérir ses patients, qui veut rétablir l'harmonie de leur métabolisme, hein, parce que être malade, c'est quoi être malade? C'est un moment de la vie où notre métabolisme a perdu son équilibre finalement, hein, a perdu son harmonie. Chacun a un métabolisme, et donc voilà, donc le médecin doit, quel est son but? C'est de ramener notre métabolisme à un équilibre et une harmonie. Bon. Et c'est ce que fait le docteur Raoult. Il ne cherche pas à abolir la mort, il ne cherche pas à conjurer la mort, hein, il cherche à soigner, tout simplement, à ramener l'équilibre de la vie, la santé, etc. Bon. Donc il est tout à fait légitime, donc c'est la conception de la science tout à fait légitime, voilà. Donc il cherche à connaître les lois, à comprendre les maladies, pour soigner, pour la vie, pour les vivants, pour servir la vie, pour servir les vivants. Et en face de lui, on a une bête industrielle, mafieuse, qui n'entend pas soigner et guérir les vivants, mais qui entend se servir des vivants. Hein, non pas servir la vie, mais se servir des vivants pour des expériences toujours plus dangereuses, pour expérimenter des molécules, donc sur du bétail, hein, sur des cobayes vivants. Voilà, c'est comme ça que ces laboratoires nous voient. Nous sommes du bétail, nous sommes des cobayes vivants, et nous sommes une matière expérimentale finalement, hein, sur laquelle ils testent toutes sortes de molécules, toutes sortes d'opérations expérimentales, etc. Et alors, évidemment, toute cette bête industrielle fait tout cela, surtout en Afrique, hein, elle teste, etc. Elle fait tout cela pour des raisons financières, bien sûr, mais elle le fait aussi dans un but, le but suprême pour elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'arriver à percer le mystère de la vie et de la mort. Bon, et pour arriver à percer ce mystère, vous pensez bien qu'il faut beaucoup d'expérimentation, hein. Et bien voilà, nous sommes le bétail, nous sommes les cobayes expérimentales de ces gens-là, et voilà. Donc voilà l'opposition, hein. Donc d'un côté, on a le professeur Raoult qui sert les vivants, et de l'autre, on a une science devenue folle, une science idéologisée,
qui n'est déjà plus une science. Donc on a une idéologie, disons, qui se sert de la science pour, à des fins dingues, à des fins folles, et qui ne sert plus les vivants, mais qui se sert des vivants, comme matière expérimentale. Donc là, c'est une opposition, comment dire, ils sont diamétralement opposés. Et là, on a bel et bien deux conceptions de la science qui s'opposent. Voilà. Et à ceci près que d'un côté, on a la science, de l'autre, on a une idéologie qui n'est déjà plus de la science. Voilà. Donc je voulais donc dénoncer cette science idéologique qui n'est plus de la science, qui est une mafia criminelle, destructrice, pourvoyeuse de chaos. Et alors qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ces transhumanistes qui espèrent donc pouvoir obtenir l'immortalité corporelle, hein, et donc avec cette immortalité corporelle obtenir le pouvoir suprême, bien sûr. Donc il y aurait une sorte de dictature mondiale avec le bétail qui n'aurait pas droit à cette immortalité, bien sûr, et l'hyperclasse qui aurait droit à cette immortalité. Alors je vous laisse imaginer la dictature abjecte qui en résulterait. Donc j'aimerais leur dire à ces transhumanistes que ils vont être pris à leur propre piège. Si tant est que cette prouesse scientifique advienne un jour, hein. C'est encore très hypothétique, mais pourquoi pas? On peut imaginer qu'ils réussissent à trouver un moyen de régénérer les cellules, hein, une régénération perpétuelle, et donc d'abolir la vieillesse et d'abolir la mort. Voilà. Éventuellement, on peut imaginer un tel scénario, pourquoi pas. Mais je tiens à leur dire que même s'ils y arrivaient, le fait d'abolir la mort, c'est pas sans conséquence, hein. La mort est donc je le disais, une loi fondamentale qui donne tout son sens à la vie, figurez-vous. On ne dirait pas comme ça, mais la mort donne tout son sens à la vie. La mort n'est pas injuste, hein, excepté les accidents mortels sur la route. Évidemment, c'est des morts injustes, mais la mort en général n'est pas injuste. La mort n'est pas l'ennemi de l'homme. Les ennemis de l'humanité, ce sont ceux qui veulent abolir la mort. Ce sont eux les ennemis de l'humanité, ceux qui veulent abolir la mort. La mort elle-même n'est pas l'ennemi de l'humanité. J'aimerais quand même le souligner, parce qu'il y a une espèce de psychose. On veut conjurer la mort, on estime que c'est une injustice, que c'est une humiliation pour l'être humain, etc. Donc arrêtons cette folie. La mort est une grande loi naturelle, et évidemment, il faut l'accepter. Bon. Alors, j'aimerais dire à ces transhumanistes que non seulement la mort donne tout son sens à la vie, l'art, par exemple. L'art, c'est une manière de conjurer la mort. Vous enlevez la mort, il n'y a plus d'art. Donc, l'art est une manière de conjurer la mort. Les religions sont une manière de conjurer la mort. Tous les spectacles, les divertissements, etc. sont une manière de conjurer la mort. L'humour est une manière de conjurer la mort. Donc toutes ces... Comme disait Pascal, c'est des diversions, quoi, en fait, finalement. Toutes ces activités humaines, c'est des diversions pour conjurer l'angoisse de la mort. Voilà. Donc vous comprenez bien que la mort, finalement, donne tout son sens à la vie. Voilà. La mort donne tout son sens à la vie. Ça peut paraître dingue, mais c'est la triste... Enfin, c'est pas la triste réalité, c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité. Donc, vouloir conjurer la mort, c'est une entreprise de gens qui n'ont rien compris, hein. Voilà. Et j'irai donc encore plus loin. J'irai encore plus loin. Je dirais même que la mort, c'est ce qui permet la jouissance sexuelle. Voilà. Alors, ça va vous paraître complètement dingue, mais le fait d'être conscient de sa mortalité, hein, c'est ce qui permet la jouissance sexuelle. Parce que finalement, au fond, c'est quoi la jouissance sexuelle? C'est la sensation, c'est un moment confus, hein, un moment émotionnel confus, où on a la sensation
de surmonter la mort en nous reconnectant au courant de vie perpétuel. Un courant de vie perpétuel fondamental qui perpétue la vie, donc fécondation, procréation, voilà. Donc on a cette sensation au cours de l'orgasme, au cours de la jouissance sexuelle, de surmonter la mort en nous reconnectant donc à un puissant courant de vie, le courant de vie perpétuel, hein, voilà, qui perpétue la vie depuis toujours, donc un courant de vie éternel finalement, hein, voilà. Et donc c'est cette sensation de nous reconnecter à la vie éternelle, hein, quelque part, cette sensation en tout cas, hein, qui fait qui donne donc ce grand moment, enfin cette émotion, cette sensation forte de la jouissance sexuelle. Voilà la condition psychique de, de, la, de, la, de, de la jouissance sexuelle. Parce que la jouissance sexuelle, il y a une partie charnelle, il y a une partie psychique. Il y a deux conditions. Si vous enlevez l'une des deux, il ne peut pas y avoir de jouissance sexuelle. Donc il y a une dimension, il y a la dimension psychique, hein, qui est absolument nécessaire, en plus de la dimension charnelle. Voilà. Donc vous comprenez bien que le type qui se sait immortel, eh bien, cette sensation confuse de vie éternelle n'aura plus de sens pour lui. Elle sera futile, puisque lui, il a une conscience claire de son immortalité. Claire de son immortalité.